Dis papa, pourquoi ce sont des serveurs Linux qui tournent dans le cloud ? Alors si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que l'informatique est née centralisée. Des machines énormes, des salles blanches, des opérateurs en blues, un monde verrouillé. Mais dans un labo de Bell Labs, deux ingénieurs frustrés vont casser tout ça. Avec un vieux PDP-7 récupéré dans un couloir et un jeu vidéo spatial. C'est cette histoire, celle de la rébellion contre le mainframe, que je vous raconte aujourd'hui. Alors dis papa, pourquoi les serveurs dans le cloud, ils sont tous sur Linux ? Aujourd'hui, épisode 2, la rébellion. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Imaginez, on est en 1969. L'homme marche sur la Lune, Woodstock bat son plein, et dans un couloir du 6e étage de Bell Labs à Murray Hill, New Jersey, un programmeur de 26 ans pousse un ordinateur de la taille d'un réfrigérateur dans un placard. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de lancer une révolution. Pour comprendre Unix, il faut d'abord comprendre son échec fondateur, Multics. Depuis 1964, trois géants, le MIT, Bell Labs, la branche recherche du télécom AT&T et General Electric, collaborent sur un projet titanesque, Multics pour Multiplexed Information and Computing Service. L'ambition, transformer la puissance informatique en un service aussi accessible que l'électricité ou le téléphone. Chaque chercheur aurait une prise dans son bureau connectée à un mainframe central, le GE645, à 7 millions de dollars. Mais le projet dérape, 2 ans de retard, un budget explosé, des spécifications du MIT qui atteignent plusieurs milliers de pages. Le système fonctionne à peine. 31 mars 69, un lundi froid et lumineux, une réunion se tient au dernier étage de l'annexe de Bell Labs. Bill Walker, le vice-président, annonce le retrait de Bell Labs du projet Multics. Comme le racontera plus tard Berg Tag, un employé présent, comme au Vietnam, il a déclaré victoire et il s'est retiré de Multics. Pour les programmeurs du département d'informatique, Ken Thompson, Dennis Ritchie, Doc McElroy, Joe Osana et Rudd Canaday, c'est un coup très dur. Parce que non seulement ils perdent leur projet, mais aussi leur ordinateur, le mainframe GE645 qui est démonté et emporté. Il ne leur reste plus que des fournitures de bureau et quelques terminaux. Mais vous le savez, la contrainte engendre la créativité. Ken Thompson, il est né le 4 février 1943, c'est un personnage hors du commun. Recruté par Bell Labs en 1966 après ses études à Berkeley, il avait failli ne jamais accepter le poste, il avait utilisé le généreux budget de voyage du recruteur pour rendre visite à tous ses amis entre la Californie et le New Jersey. Un de ses amis en Floride lui avait même envoyé un bébé alligator par la poste, que Thompson avait gardé dans un plat en verre sur le radiateur de son bureau, le nourrissant de mortadelles et de hot dogs, jusqu'à ce que le reptile s'échappe et terrorise une secrétaire dans la salle de frappe. Thompson avait développé un jeu sur le GE365, le GECOS. GECOS c'était le système d'exploitation et le jeu c'était Space Travel, un simulateur de vol spatial en 2 dimensions, où le joueur navigue dans le système solaire et tente d'atterrir sur des planètes et leurs lunes. Après l'annulation de Multics, il cherche un moyen à continuer à y jouer. Et il découvre un PDP-7 inutilisé qui appartient au département d'acoustique dirigé par Max Matthews, un pionnier de la musique électronique. C'est une machine modeste, c'est seulement 8 kilobytes de mémoire et de 18 bits pour chaque mot. Thompson et Ritchie le récupèrent, ils le déménagent dans un placard et ils convainquent leur département d'acoustique de payer les réparations. Pendant l'été 69, Thompson, Ritchie et Canaday conçoivent les bases d'un système de fichiers sur des nappes de la cafétéria et des tableaux noirs. Ils dictent même le code source au service de dictée de Bell Labs et le mot inode revient transcrit comme celui de iNode, les yeux du nœud, I-E-Y-E, node. Et puis en août 69, la femme et le fils de Thompson partent 3 semaines en vacances chez la famille à Berkeley, en Californie. Thompson s'alloue 1 semaine pour chaque tâche, un assembleur, un éditeur de texte et un noyau pour gérer le processeur du PDP-7. Et il termine dans les temps, 3 semaines. En septembre 69, le département d'informatique de Bell Labs a un système d'exploitation fonctionnel et Brian Kernighan le baptise Unix
UNICS, Uniplexed Information and Computing Service, un jeu de mots sur multix, là où multix était multiplexé, Unix lui est multiplexé, et la prononciation identique à Unix. Unix en anglais n'est pas un hasard. L'équipe considère ce système tournant sur un ordinateur d'occasion comme multix mais sans ses attributs virils. Et puis l'orthographe va se débarrasser du C et deviendra vite Unix, U-N-I-X. Unix est d'abord écrit en assembleur PDP-7, un langage vraiment spécifique à cette machine, et pour le rendre portable sur d'autres machines, il faut un langage de plus haut niveau. Alors là, l'histoire commence en 66 avec BCPL, le Basic Combined Programming Language, créé par le Britannique Martin Richards à Cambridge. Et Ken Thompson s'en inspire pour créer B en 1969. C'est un langage simplifié, adapté pour le PDP-7. Mais B a des limites en tant que de langage de programmation. Il est sans type, typeless, il ne distingue pas un entier d'un caractère, d'un pointeur par exemple. Et quand Unix migre vers PDP-11, un peu plus tard en 71, un processeur 16 bits capable d'adresser des octets individuellement, là les limitations de B deviennent vraiment criantes. Alors Dennis Ritchie, qui lui est né le 7 septembre 41, fils d'un scientifique de Bell Labs, diplômé de Harvard en physique et mathématiques appliquées, il prend le relais. Et à partir de 71, il fait évoluer B en ajoutant un système de type, des chars, des ints, des pointeurs. Il appelle d'abord sa création NB, comme nouveau B, NB, et puis simplement C, parce qu'il y a la suite après B, c'est très logique, et le langage C est opérationnel en 1972. Un an après, 73, Thomson et Ritchie accomplissent un exploit sans précédent. Ils réécrivent Unix en C. Et c'est l'une des premières fois dans l'histoire qu'un système d'exploitation est écrit dans un langage dit de haut niveau. Pourquoi est-ce révolutionnaire ? Parce qu'un OS, écrit en assembleur, est prisonnier de son processeur. Réécrit en C, Unix peut théoriquement tourner sur n'importe quelle machine disposant d'un compilateur C. Et la preuve arrive un poil plus tard, en 78-79, quand Unix est porté sur Interdata 832, un ordinateur qui n'a rien à voir avec les PDP de Digital Equipment. La portabilité n'est plus un concept théorique, ça devient vraiment une réalité. Thomson et Ritchie présentent leur travail dans un article fondateur de Unix Time Sharing System, publié dans les Communications of the ACMs en 1974. C'est le coup de tonnerre qui fait connaître Unix au monde académique. Mais voici un des plus beaux paradoxes de l'histoire informatique. En 1956, on revient un tout petit peu en arrière, AT&T, la maison mère de Bell Labs, signe un décret de consentement, le Consent Decree, avec le département de la justice américain, pour régler un procès antitrust. Les termes sont clairs, AT&T est interdite d'entrer dans tout marché autre que les services de télécommunications. De plus, elle doit licencier ses brevets à quiconque en fait la demande. Conséquence inattendue 10 ans après, ou 15 ans après, Unix ne peut pas être vendu comme un produit commercial. AT&T a tout simplement pas le droit de le commercialiser. Alors que faire de ce système d'exploitation que tout le monde veut ? D'abord, AT&T le distribue aux universités pour le prix du support, c'est-à-dire le coût d'une bande magnétique et les frais de port. Pas de support technique évidemment, pas de garantie, pas de documentation commerciale, juste le code source sur une bande envoyée par la poste. Et les universités se l'arrachent. Après la publication de l'article de Thomson et Ritchie en 1974, les demandes affluent. Les départements d'informatique du monde entier reçoivent leur bande magnétique et installent Unix sur des PDP-11. C'est un modèle de distribution qui préfigure, sans le savoir, le mouvement open source. Le code source est disponible, les universitaires le lisent, le modifient, l'améliorent, une communauté se forme autour du code, et tout cela grâce à un décret antitrust qui empêchait AT&T de faire du profit dans les années 50. Unix n'aurait jamais conquis les universités sans les mini-ordinateurs de Digital Equipment, DEC. Le PDP-11, que j'ai déjà cité plusieurs fois, est lancé en 1970, et c'est une révolution à l'époque, parce que c'est un ordinateur 16 bits avec une architecture propre, des registres généraux, plus proche d'un mainframe que d'un mini-ordinateur précédent. Et surtout, il est abordable pour un département universitaire. Il y a plus de 600 000 PDP-11 qui sont vendus au total, ce qui fait un des plus grands succès commerciaux de DEC. Et en janvier 1974, Berkeley reçoit sa bande Unix version 4 et l'installe sur un PDP-11 acheté conjointement par les départements d'informatique, de mathématiques et de statistiques.
Puis arrive un poil après, en 77, le VAX 11, un processeur 32 bits, le successeur naturel du PDP-11. Le VAX devient la machine de référence pour Unix dans les années 80. Le portage de Unix sur VAX est achevé en 78, et c'est sur cette plateforme que Berkeley va construire la légende. À l'automne 75, un événement discret change le cours de l'histoire. Ken Thompson prend un congé sabbatique de Bell Labs, il retourne à Berkeley en Californie, son alma mater, pour aider à installer Unix, version 6 alors déjà, sur le PDP-11 du département. Et au même moment, un étudiant de 20 ans arrive en master. Il s'appelle Bill Joy. Il est né le 8 novembre 1954 dans le Michigan. Joy et un autre étudiant, Chuck Haley, se passionnent immédiatement pour Unix. Ils améliorent le compilateur Pascal que Thompson avait bricolé. Ils créent un éditeur de texte amélioré, EX, qui deviendra après VI, l'éditeur de texte qui divise encore aujourd'hui les programmeurs. Est-ce que vous êtes Emacs ou est-ce que vous êtes VI ? Joy crée aussi le C-Shell, CSH, un interpréteur de commande avec une syntaxe inspirée du C, d'où le nom, et puis il contribue au noyau en introduisant le concept de mémoire virtuelle sur le VAX. En 77, Joy commence à compiler les améliorations de Berkeley dans un package distribuable. Et en 78, la première Berkeley Software Distribution, BSD, est publiée. C'est un ensemble d'ajouts pour Unix version 6 qui inclut le compilateur Pascal, l'éditeur de texte X. C'est One BSD. Il viendra après en 79 Two BSD avec VI et le C-Shell. Et puis il y aura logiquement la version 3, 3 BSD en 79, qui lui marque la vraie rupture. C'est la première distribution BSD pour VAX avec la mémoire virtuelle, une version complète d'Unix, pas juste un ensemble de patchs. Il faut se dire qu'au début des années 80 aussi, il y a DARPA. DARPA, c'est Defense Advanced Research Project Agency. C'est une agence gouvernementale qui cherche à standardiser les communications de son réseau informatique, l'ARPANET. Et elle choisit Berkeley pour implémenter la pile de protocoles TCP/IP dans Unix. Le financement de la DARPA permet à l'équipe de Berkeley de développer les Berkeley Sockets, l'interface de programmation réseau, qui est encore utilisée aujourd'hui dans pratiquement tous les systèmes d'exploitation. En 83, BSD 4.2 est publié avec TCP/IP intégré et c'est un moment charnière. Unix devient le système d'exploitation d'Internet, de la naissance d'Internet. Chaque machine connectée à l'ARPANET, et puis plus tard à Internet, parle le langage de BSD. Et dans ce bouillonnement, on est une entreprise, parce que Andy Bertelstam, étudiant à Stanford, conçoit en 1980 une station de travail pour le Stanford University Network, SUN, Sun. En 1982, il cofonde Sun Microsystems avec Vinod Khosla, Scott McNeely, Bill Joy et lui-même. Bill Joy quitte Berkeley pour devenir directeur scientifique de la nouvelle entreprise. Le système d'exploitation de Sun, SunOS au début, Solaris plus tard, basé sur BSD. Et donc Sun, ça veut dire Stanford University Network. Mais la vraie révolution d'Unix n'est pas uniquement technique, elle est aussi philosophique. Je dois vous présenter quelqu'un d'autre, Doc McIlroy. J'ai déjà nommé ce monsieur, est chef d'équipe qui supervisait Thompson et Ritchie. Lui, il avait une obsession depuis 1964. Dans un mémo interne de Bell Labs, il écrivait « We should have some ways of connecting programs like garden hoses. Screw in another segment when it becomes necessary to massage data in another way. » On devrait pouvoir connecter les programmes entre eux comme des tuyaux d'arrosage, visser un nouveau segment quand il faut traiter les données autrement. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Cette idée germe pendant presque 10 ans. Et puis en 1973, Thompson l'implémente en une nuit. McIlroy racontera « Il en avait assez de m'en entendre parler ». Et les résultats, c'est le pipe, vous savez, ce caractère vertical qu'on utilise pour envoyer les données d'un programme dans un autre programme. C'est le caractère le plus puissant de l'informatique. Avec un simple pipe, la sortie d'un programme devient l'entrée d'un autre. McIlroy résumera plus tard la philosophie d'Unix en 3 phrases devenues maintenant célèbres. This is the Unix philosophy. Write programs that do one thing and do it well. Write programs to work together. Write programs to handle text streams because this is a universal interface. Voici la philosophie de Unix. Écrivez des programmes qui font une seule chose et qui la font bien. Écrivez des programmes qui travaillent ensemble. Écrivez des programmes qui manipulent des flux de texte car c'est une interface universelle, et aujourd'hui, à l'heure de l'IA,
on voit à quel point c'était un précurseur et il avait raison. Le principe fondateur, c'est « Everything is a file ». Tout est un fichier de texte, un clavier, un écran, un disque dur, une connexion réseau. Pour Unix, tout est un flux de données qu'on peut lire et qu'on peut écrire. Et cette abstraction radicale est ce qui rend Unix si élégant et si composable. Ces principes de simplicité, de modularité, de composabilité sont encore aujourd'hui les fondements de l'ingénierie logicielle moderne. Chaque fois que vous enchaînez des commandes dans un terminal, chaque fois que vous utilisez une API REST, vous êtes héritier de la philosophie Unix. En 15 ans, Unix est passé d'un projet clandestin sur un ordinateur récupéré dans un placard à un système d'exploitation qui tourne dans des centaines d'universités, qui connecte les premiers nœuds d'Internet et qui a engendré le langage de programmation, le C, qui domine encore le monde aujourd'hui. Mais cette belle histoire de collaboration et de partage est sur le point de voler en éclats. Parce qu'en 1984, le gouvernement américain démantèle AT&T. Le décret de consentement de 1956 expire. Et soudain, AT&T a le droit de vendre Unix. Quel sera le prix ? Des dizaines de milliers de dollars par licence. Et la communauté qui s'était construite autour du code libre est sous le choc. Les universités qui modifiaient librement le code source se retrouvent face à des avocats. Et deux camps irréconciliables se forment. AT&T System 5, qui essaye de vendre des licences, BSD, qui essaye de partager le code source. C'est le début des guerres Unix, une décennie de batailles juridiques, de fragmentation technique, de rivalité commerciale, qui failliront détruire tout ce que Thomson et Ritchie et Joy avaient construit. Mais de ces cendres naîtront deux mouvements qui changeront le monde, GNU et Linux, et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes, à partir de vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.